Bonjour tout le monde, donc nous allons y aller donc avec la section 1.2, la théorie donc cinétique des gaz. C'est sûr que pour être une théorie, il faut que ça soit accepté par tous donc les scientifiques. Ça devient un modèle donc scientifique. Nous, on va voir donc la théorie cinétique des gaz, comment que, selon tous les scientifiques, un gaz va se comporter. C'est sûr que pour parler de la théorie cinétique, on n'a pas le choix de parler de l'énergie cinétique, E pour énergie, K pour cinétique, donc comme ça ici. Donc, c'est sûr aussi qu'on va utiliser donc, la formule que vous avez vue l'année dernière, qui est 1/2 fois la masse, il y a des 10 fois sous-entendu, fois la vitesse donc au carré, ça c'est bien certain. Donc, c'est sûr que, bien évidemment, il faut toujours donc, employer donc, les mêmes unités. L'énergie, on va préférer les joules, la masse en grammes et la vitesse en mètres par seconde. Si on regarde un peu là, comment l'énergie cinétique, c'est l'énergie des mouvements de l'atome, l'énergie du mouvement donc, des molécules donc, en chimie. On sait bien que au niveau donc, des solides, il y a un petit peu donc, de vibration. Au niveau des liquides, vibration, et ensuite, donc, on a la rotation. Et pour ce qui est des gaz, c'est là où est-ce qu'on a les trois mouvements. Donc, on a vibration, rotation, donc, et translation. Ça veut dire qu'au niveau de l'eau, si on est, admettons, on a une molécule d'eau au zéro absolu à moins 273 degrés Celsius, qui correspond à ce qu'on va voir plus tard à 0 Kelvin, bien, c'est bien sûr qu'on n'aurait rien. Donc, il y aurait peut-être au-dessus du moins 273 un petit peu de vibration. Si on atteint, donc c'est sûr, en bas donc de 0 donc degrés Celsius, donc si on monte au-dessus de 0 Celsius, là c'est sûr que l'eau commence à dégeler, commence à devenir de l'eau liquide. Fait qu'on verra apparaître de la rotation. Et c'est sûr que si on monte, donc en température, donc genre à 100 degrés Celsius, on verra apparaître de la translation. Si je comprends bien, plus la température augmente, plus l'énergie cinétique va augmenter par conséquent. Donc, autrement dit, il va y avoir plus de collisions, comme ça ici. Si on exagère donc un peu, on monte la température de notre molécule d'eau jusqu'à 2000 degrés Celsius. Et là, c'est les liens entre les atomes, les liens intramoléculaires qui se défraient. On se donne donc encore plus, on monte jusqu'à 10 000 degrés Celsius. Impossible de faire ça en laboratoire, donc ici, à Jean Dolbeau. Là, ça serait le lien entre les noyaux et les électrons, les liaisons ioniques qui seraient brisées. Et admettons qu'on pouvait, on aurait full budget donc, pour faire des réactions donc, nucléaires, donc ici, ce qui n'est vraiment pas le cas, on monterait jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Là, c'est les protons et les neutrons qui se sépareraient. Fait qu'on aurait donc les liaisons, dans le fond, nucléaires, donc qui seraient brisées. On s'entend-tu que là, on est au max d'énergie, donc cinétique. Principaux points de la théorie cinétique, il faut les connaître, il faut comme les savoir par cœur, mais plus les comprendre pour l'examen, pour être capable d'expliquer comment tous les gaz se comportent. Si un gaz est un gaz, ben, c'est sûr qu'il va respecter la théorie cinétique qu'il y a ici. Premier cas. Là, c'est sûr que dans le volume, vous allez voir que les cas sont comme regroupés, mais ça revient au même. Contrairement à un liquide et un solide, un gaz est formé de molécules très éloignées les unes des autres. Ce qui fait en sorte que les gaz ne sont pas perceptibles parce que les molécules sont vraiment loin les unes des autres et en plus, ils sont petites, avec une petite masse volumique. Masse molaire aussi. Deuxièmement, les molécules sont constamment en mouvement, tout le temps. Et ce mouvement-là, il est rectiligne. On se rappelle, je vais aller me chercher une petite molécule d'eau, donc ici. On se rappelle que la molécule d'eau à vibre, molécule d'eau gazeuse, admettons, vibre, elle tourne et en plus, en vibrant et en tournant, elle a donc une translation. Et ce mouvement de translation-là, c'est sûr qu'il est en ligne droite et de façon aléatoire. Donc, ce n'est pas prévisible. Troisième point, ces molécules-là se meuvent, se déplacent. Ça, c'est le verbe mouvoir, mais sans perte d'énergie. Fait qu'ils vont rebondir constamment. Jamais qu'ils vont être fatigués, puis jamais qu'ils vont tomber au sol, puis qu'on va manquer d'oxygène, ça c'est sûr. Fait qu'on appelle ça des collisions donc élastiques.
les molécules se cognent sur moi, se cognent sur le plafond, se cognent sur le plancher, vont toujours en ligne droite, mais sans perte d'énergie. Quatrième point, il y a un petit mot qui est vraiment important là-dedans, c'est le mot moyenne. L'énergie cinétique moyenne des gaz varie selon la température. On sait que lorsque la température augmente, l'énergie cinétique augmente et vice-versa. Lorsque la température diminue, l'énergie cinétique diminue aussi par le fait même. On va aller voir donc un petit graphique un peu plus loin qui va nous aider donc, à expliquer tout ça. Donc, notre graphique là, ici là, va avec notre point qu'on vient juste de lire donc ensemble. C'est comme si, admettons, moi, lorsque je fais un examen, c'est que je regarderai les notes donc, de tout le monde. J'aurai le nombre de mes élèves en fonction donc, du pointage de mon examen. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas venus à mon examen, d'autres qui auraient triché, donc il y en aurait peut-être même pas, là, qui auraient 0. Peut-être quelques-uns qu'il y aurait peut-être 10%. La majorité donc, de mes élèves se situerait dans la moyenne, aux alentours donc, de 70%. Quelques-uns qui auraient vraiment performé. Puis, ben, il n'y en aurait peut-être même pas là, qui auraient 100%, je ne sais pas, mais peut-être quelques-uns, donc à 99%. C'est la courbe de distribution, donc ici, de mes notes en fonction des personnes qu'il y a dans ma classe. Ici, on appelle ça la courbe de distribution de Boltzmann, parce que c'est M. Boltzmann qui a, dans le fond, découvert ça. C'est que, en moyenne, la vitesse moyenne des particules de gaz vont pas mal tous à la même vitesse en moyenne. Il y en a qui vont vraiment lentement. Il y en a d'autres qui vont vraiment vite. Mais en moyenne, ils vont tous donc à la même vitesse. C'est comme sur une autoroute. Une autoroute, ben, c'est sûr qu'en général, tout le monde va à 100, 110 km/h, mais il y a des pépères, il y en a qui font la course, donc vont vraiment plus vite. Mais en moyenne, tout le monde va à la même vitesse. Ça veut dire que si je n'utilise pas le mot moyenne et que je dis l'énergie cinétique de toutes les particules sont pareilles, à la même température, donc c'est faux. Donc c'est en moyenne. Ici, les molécules de gaz s'entrechoquent et frappent la paroi du contenant. Puis ça, on appelle ça la pression. Plus que collision, plus les collisions, dans le fond, avec la paroi du contenant, avec le mur, avec moi, donc avec le sol, augmentent, plus la pression aussi va augmenter. Moins j'ai de collisions, plus la pression donc va être petite. Donc, c'est directement proportionnel. Avant-dernier point, les molécules de gaz occupent tout le volume qu'on lui donne. Ça veut dire que, étant donné que les molécules se promènent en ligne droite, étant donné qu'ils font des collisions donc élastiques, jamais que deux molécules d'eau gazeuses vont vouloir rester une à côté de l'autre. Elles vont vouloir se distancer parce qu'ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas d'interaction donc entre elles. Fait qu'ils vont vraiment se répartir, prendre tout l'espace, se répartir dans tout l'espace. Et dernièrement, les molécules de gaz n'ont pas d'attraction et pas de répulsion donc entre elles. Tu sais, ils s'en foutent, là, c'est des gaz, là, dans le fond, qui sont inertes, des gaz, donc, qui sont rares, des gaz, donc, qui sont parfaits. Fait qu'on va les appeler les gaz parfaits. Mais on sait qu'en réalité, il y a quelques gaz qui vont réagir donc avec d'autres. Fait que souvent, ils vont se comporter de façon réelle. Mais en général, les gaz, c'est pas eux, là, avec leur dernière couche électronique, qui vont avoir besoin et qui veulent donc réagir. De l'autre côté, quelques comportements des gaz, des propriétés des gaz, dans le fond. C'est sûr que tous les gaz ont la propriété, le comportement d'expansion. C'est sûr que moi, si je gonfle un pneu, j'envoie donc de l'air, bien sûr que tout le gaz va se répartir uniformément dans mon pneu. On veut prendre tout l'espace qui est fourni. Jamais que je vais avoir une grosse bulle puis quelqu'un que je vais rouler, donc ça va faire des bosses. Ben non, le gaz va se répartir uniformément. Ça veut dire que si je mets un peu de gaz, ben le pneu va être mou uniformément. Si je mets beaucoup de gaz, ben le pneu va être dur, donc uniformément. Ensuite, un gaz a la propriété de compressibilité. Puis là, je sors ma grosse seringue. Si je mets du gaz dans ma seringue, j'aspire du gaz. J'enlève le bouchon, j'aspire du gaz, je mets le bouchon. C'est sûr qu'on a une certaine quantité de gaz et je peux faire varier le volume en comprimant donc mon gaz. Le gaz, il est compressible. On a une autre propriété qu'on connaît donc aussi, qui est la propriété de pression.
on sait que plus il y a de collisions, plus la pression donc, est élevée. Fait que ça veut dire que si j'ai un petit peu de collision, ben, c'est sûr que la pression donc, serait petite. Les deux autres, il ne faut pas se mélanger. Donc, bien important de les connaître, donc toutes les deux. Pas être capable d'écrire la définition, mais souvent savoir qu'est-ce que ça veut dire la diffusion et l'effusion, étant donné que si on vous parle dans l'examen de diffusion, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, bien là, vous ne saurez pas là, comment faire donc, votre numéro. Donc, la diffusion, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la propriété d'un gaz de se déplacer spontanément dans l'espace libre. C'est que le gaz veut tout le temps sortir de la région plus concentrée, à la région moins concentrée. Donc, du plus au moins. Ça, on l'avait appris, là, dans le fond, là, en secondaire 3. Fait qu'ici, j'ai un gaz qui est comprimé, puis je lui permets de s'envoler, de s'échapper, comme admettons une bouteille de spray net ou n'importe quelle canne d'arrêt au sol, c'est sûr qu'ils vont partir. Et c'est pourquoi que nos cannes d'arrêt au sol, là, il reste toute une petite quantité donc, de gaz là, sous forme liquide quand il est compressé, donc à l'intérieur, parce que lorsque l'extérieur et l'intérieur sont égales, bien, veut pas, là, logiquement puis naturellement, donc le gaz et puis le restant à l'intérieur de la bonbonne n'est plus capable de sortir. Fait que la seule fois où est-ce qu'une bouteille de propane va être vide, ben c'est avant qu'on ait mis là, du gaz pour la toute première fois, lorsqu'elle est flambant neuve. Effusion. Effusion, là, c'est la propriété d'un gaz de sortir du contenant, mais par des petits trous, traverser des parois qui sont poreuses. On ne fait pas une ouverture, là, comme ici. C'est, admettons, comme dans un ballon de fête, dessin du ballon de fête. Là, ici, je vais le dessiner donc autrement. Donc, ballon de fête, c'est que souvent, quand on a mis de l'hélium, du HE, à l'intérieur de notre ballon de fête, le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Notre ballon est à terre. Pourquoi? Il n'est pas troué, il n'est pas pété, notre ballon. C'est juste que les particules d'hélium se sont échappées au travers de la paroi donc, du ballon. Même chose, enfermer donc un parfum à l'intérieur d'un ballon, comme admettons on met de l'essence de vanille, comme j'ai fait dans la démo qu'il y a sur la chaîne YouTube, bien, on peut sentir donc au travers. Pourtant, bien, c'est sûr que la vanille liquide ne sort pas. Il y a juste les particules gazeuses qui sont infiniment petites qui sont capables de s'échapper. Et ça, c'est le phénomène d'effusion. Ensuite, diffusion donc, et loi de Graham. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de vraiment important donc, ici, donc, qui est la partie donc, en haut que j'ai soulignée donc, en vert, mais il y a aussi donc, une partie donc, enrichissement qui est une formule, donc on va voir donc, plus tard. Qu'est-ce qui est important? C'est de comprendre qu'à cause de tous les points de la théorie cinétique, à une même température, les molécules de faible masse molaire, on va rajouter molaire, on s'entend, se diffusent plus rapidement que les molécules de masse importante parce qu'elles voyagent plus vite. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple donc, à faire donc, avec cet énoncé-là? C'est que je peux vous donner un gaz, deux gaz, trois gaz ou plusieurs gaz et de me les classer donc, en vitesse de réaction. Admettons, si je m'en vais chercher donc, la masse molaire du H2 avec l'aide de mon tableau périodique, TP, là, ça veut dire tableau périodique, bien, 1 plus 1, ça va donner 2. Si je vais chercher aussi la masse molaire de mon O2, donc dans mon tableau périodique, 16 fois 2, qui va donner donc 32 grammes par mol, bien je sais que mon O2, mon dioxygène, il est plus lourd. Et ici, mon H2, il est plus léger. Ce qui fait en sorte qu'une particule plus lourde, c'est comme, admettons, là, que j'ai à transporter là, beaucoup de choses. Lorsque j'étais enceinte, là, j'étais plus lourde, pas plus grosse, mais plus lourde. Donc, je me déplaçais vraiment plus lentement. C'est plus lent qu'une grosse molécule. Et lorsqu'on a affaire à une molécule dont la masse molaire est plus petite, bien, elle est plus rapide, elle va plus vite, donc elle va se déplacer donc plus rapidement. Ça se calcule, donc la vitesse donc, des particules, avec la loi donc, de Graham, donc ici. Donc la loi de Graham, elle est énoncée donc là, mais jamais que je vais vous le demander. La loi de Graham nous dit que dans des conditions identiques de température qui reste pareille et de pression qui reste pareille, les rythmes relatifs de diffusion ou d'effusion, donc de deux gaz, de vitesse, sont inversement proportionnels aux racines carrées de leur masse molaire. La vitesse
est égal à l'inverse de la masse molaire. C'est pour ça qu'on a V1 en haut, puis M1 en bas, V2 en bas, puis M2 donc en haut. Je démontre ça avec une démonstration mathématique. Jamais, jamais, jamais que je vais vous demander de faire la démonstration mathématique, mais c'est fun de comprendre où est-ce que la vitesse, où est-ce que la formule donc, de la vitesse donc, provient. Fait qu'on nous dit que si deux substances se trouvent à la même température égale, bien, leur énergie cinétique moyenne est censée être égale aussi. Ah, fait énergie cinétique de la particule 1 est égale à l'énergie cinétique des particules donc 2. On sait qu'énergie cinétique, la formule, c'est 1 demi mv2, comme ça, donc ici, au carré. Fait que je vais faire 1 demi mv2 pour le gaz 1 et 1 demi mv2 pour la substance, donc 2. Tout simplement, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la formule Q. Donc, on va aller là, annuler qu'est-ce qu'il y a de trop. On va enlever le 1 demi, enlever le 1 demi, je descends qu'est-ce qui me reste. Ensuite de ça, donc je vais simplement mettre les V ensemble et les M donc ensemble aussi. On va remplacer la masse gaz par la masse molaire, parce qu'on sait que nous, on ne peut pas peser une particule de gaz sur la balance, donc il va y aller avec la masse molaire. Donc, j'envoie donc le V2 de l'autre côté, j'envoie le M1 de l'autre côté, et pour annuler les exposants 2, je vais mettre la racine. On sait que la racine, c'est pour chacun, c'est pour ça qu'on a mis donc, une grosse racine carrée. On va se pratiquer tantôt avec un exemple donc, de l'autre côté. Ici, un petit exemple donc, qui est illustré juste pour représenter la diffusion d'un gaz. Donc, on va écrire exemple, ici. Donc, admettons, on a du HE. Donc, du HE, donc c'est 4 grammes par mol dans notre tableau périodique, si je vais chercher la masse molaire. Et du N2, le N, c'est 14. Donc, 14 fois 14, qui va me donner 28 grammes par mol. Dans le tableau périodique aussi, pour aller chercher sa masse molaire. Bien sûr, les deux donc, particules sont enfermées dans deux sections de ballons différents, puis on a un robinet donc, pour fermer le tout. Si à un moment donné, j'ouvre le robinet, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des molécules qui vont aller plus vite que d'autres. Ici, les particules de HE, c'est sûr qu'ils sont plus légers, parce que leur masse molaire est de 4, et le N2, ils sont plus lourdes, parce que la masse molaire est plus élevée. Ça veut dire que s'ils sont plus lourds, ils vont aller plus lentement, donc ils vont être plus lentes, et ici, les particules vont être plus vite. Ah, c'est ça qu'on voit, regardez. Si je vais avec les petites particules là, comme ça qui sont tout petites, j'en ai déjà qui sont passées de l'autre côté, j'en ai déjà tout plein. Contrairement aux grosses particules, que je vais aller dessiner donc en bleu comme ça ici, les grosses particules de N2, mais mon Dieu, sont plus lentes donc à traverser. Et si on leur laisse le temps, là, ils vont prendre donc le volume en entier, là, ils vont se répartir uniformément. C'est juste qu'il y en a une qui est plus vite donc, que l'autre, tout simplement. Comment on fait pour aller chercher donc la vitesse? On a des petits exemples, je vais aller faire donc l'exemple numéro 3. Donc on nous dit, à une certaine température, la vitesse des molécules d'oxygène est de 0,076 mètres par seconde. On veut trouver la vitesse donc, de l'hélium à la même température. Là, vous allez dire, là, ça ne marche pas. On a juste donc deux données. Oui, mais on va aller chercher dans le tableau périodique, TP, la masse molaire de l'oxygène et de l'hélium. Bon, bien entendu, on va compléter notre petite racine carrée pour que ça soit un petit peu plus cute, comme ça partout. Bon, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On va aller chercher la vitesse de l'hélium. Fait que si c'est ça qu'on cherche, on va aller l'isoler. Fait que je vais aller faire vitesse de l'oxygène fois donc, la masse molaire de l'oxygène. On sait que les racines se distribuent donc, à chacun, si on respecte là, les règles mathématiques. Et on divise par lui qui reste, dans le fond, on divise par la masse molaire du HE. Donc, je remplace donc les chiffres à la bonne place, masse molaire à la bonne place, vitesse à la bonne place. Je fais mon calcul, je vois que les grammes et les grammes s'annulent, que ça va me donner des mètres par seconde. Et j'ai effectivement donc la vitesse de ma molécule d'hélium. Là, c'est sûr qu'elle va là, vraiment donc plus vite que la molécule d'oxygène, puisque la molécule d'oxygène, elle est plus lourde. Ici, un autre exemple, on va faire le numéro 1. On veut savoir le rapport de vitesse. Le rapport de vitesse, là, c'est que je veux trouver V1 sur V2. Le rapport de vitesse entre deux gaz, entre l'hydrogène, le H,
puis la molécule d'oxygène. Bien sûr, je suis allée chercher ma masse molaire dans mon tableau donc périodique. Et tout ce que j'ai à faire, moi je vous suggère de tout le temps mettre la plus lourde part de fraction, là, des chiffres à virgule, divisé par la plus légère. Puis je fais la racine carrée de tout ça. Fait que je vais faire environ 16 divisé par 1 qui donne 16, la racine carrée de 16 qui va donner donc environ 4. Fait qu'il y a une particule, un atome qui va 4 fois plus vite que l'autre. Bien entendu, on n'a pas d'unité, puisque des grammes par mol, ça s'annule avec des grammes par mol. Fait que lequel qui irait 4 fois plus vite que l'autre, bien c'est sûr que c'est la plus légère. Elle va plus vite. Et elle, ben, elle va plus lentement. Donc, 4 fois plus lente que l'autre. L'autre côté, on y va donc avec, dans le fond, la section 1.3. Ça va être pour une prochaine donc, vidéo. Donc, on termine donc tout ça immédiatement.